front de l'Ouest, et surtout du point de vue de la France et de l'Empire britannique vainqueur dans la Grande Guerre, ce conflit se termine bel et bien le 11 novembre 1918. Mais si on déplace le point de vue, alors la réalité est bien plus complexe. Et notamment du point de vue de l'Europe de l'Est et de ce Proche-Orient qu'à l'époque on appelle souvent le Levant. À l'Est, en 1918, la guerre se transforme. Il s'agit donc, avec l'écroulement non plus seulement de l'Empire russe, mais aussi de l'Empire austro-hongrois et de l'Empire ottoman, il s'agit de multiplication de luttes ethniques, de luttes pour ces États-nations naissants qui seront l'avenir pour le bien et le mal de l'Europe au XXe siècle. Donc une guerre très importante, très violente qui continue jusqu'en 1923. Une semaine après la signature de l'armistice avec l'Italie, le 3 novembre 1918, le dernier monarque des Habsbourg accepta finalement de ne plus jouer aucun rôle dans le gouvernement des deux moitiés de son empire, l'Autriche et la Hongrie. Alors cette exposition au musée de l'armée est réalisée dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Le musée de l'armée avait déjà réalisé une grande exposition en 2014 sur la guerre vue par les protagonistes des tranchées notamment. Et en 2018, le musée ne souhaitait pas revenir sur les éléments franco-allemands, sur l'armistice du 11 novembre, le traité de Versailles, et traiter d'une histoire qui est désormais bien connue du public français. On a voulu traiter d'une histoire qui n'est pas connue, les événements qui se déroulent après 1918, après l'armistice. En réalité, il y a plusieurs armistices dont beaucoup précèdent l'armistice du 11 novembre 1918. Beaucoup de traités, il n'y a pas que celui de Versailles. Donc une histoire qui dure plusieurs années, presque 7 ans, de la Russie jusqu'au Levant. La disparition de 4 empires, l'empire russe, l'empire austro-hongrois, l'empire allemand, l'empire ottoman. Donc une histoire qui a forgé l'histoire de l'Europe, et à l'heure de l'Union européenne, il nous semblait important de parler de l'histoire de nos voisins et une histoire qui est encore aujourd'hui d'actualité. La paix de Brest-Litovsk va attiser la paix entre la Russie et l'Allemagne, va attiser les espoirs de beaucoup de communautés, de beaucoup de populations qui vont désirer retrouver leur indépendance comme la Pologne ou déclarer leur indépendance comme la Biélorussie ou l'Ukraine. Ces espoirs vont parfois être une réussite. La Pologne va renaître de ses cendres, de son partage qui date de plusieurs siècles, et Pologne qui était partagée entre 3 empires, l'empire russe, l'empire allemand, l'empire austro-hongrois. D'autres espoirs, comme celui de la Biélorussie, vont être très éphémères. La République de Biélorussie ne va durer que 8 mois. L'Ukraine, en tant que pays indépendant, ne va l'être que 1 an et demi, en ayant connu de grands bouleversements politiques, une grande instabilité gouvernementale pendant les 1 an et demi de cette indépendance. Donc des réussites, des échecs. La Pologne va se retrouver en guerre avec tous ses voisins, avec l'Allemagne, avec la Lituanie qui est pourtant un allié de longue date, avec les bolcheviks. Alors que la guerre se termine sur le front occidental, la Pologne va entamer une guerre de plusieurs années avec les bolcheviks, et elle va être d'ailleurs soutenue par l'armée française et le gouvernement français. Donc tout l'Est de l'Europe s'embrase à cette époque.
En 1919, la France avait été choisie pour accueillir les conférences de la paix et pour être dépositaire des différents traités qui vont être signés entre 1919 et 1920. Lorsque la révolution éclata en Allemagne début novembre 1918, l'effondrement du régime impérial de Guillaume II fut accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par la plupart des Allemands. Le 10 novembre, jour du départ en exil de l'empereur Guillaume, le célèbre rédacteur en chef du quotidien libéral berliner Tageblatt, Theodor Wolff, publia un texte enthousiaste pour faire l'éloge des événements, qu'il qualifia de la plus grande de toutes les révolutions. Alors c'est aussi la raison d'être de cette exposition au musée de l'armée, c'est-à-dire que les troupes alliées françaises, britanniques, américaines, italiennes n'abandonnent pas les combats en 1918. Malgré les armistices, elles vont soutenir, notamment l'armée française va soutenir d'un point de vue diplomatique, logistique, militaire, les armées étrangères qui viennent de se créer. Elle va intervenir donc auprès de la Pologne qui doit renaître, qui doit devenir forte pour créer un état tampon avec la Russie bolchevique. La France va intervenir en soutien auprès des armées blanches en Russie. Elle va intervenir auprès de la Roumanie, notamment dans la guerre que la Roumanie connaît avec les Hongrois. Elle va soutenir l'armée tchèque. Donc une armée qui va être très présente sur ce front oriental. Lorsque, par exemple, les survivants allemands de la campagne balte retournèrent en Allemagne en 1919, beaucoup d'entre eux rejoignirent des cellules terroristes de droite, comme la fameuse organisation Consul, dont les membres assassinèrent des hommes politiques célèbres liés à l'armistice de 1918 ou à la République de Weimar. Les populations sont effectivement les principales concernées par tous ces aléas. D'une part, la restructuration des frontières, la disparition des empires et la restructuration des frontières pour créer de nouveaux États-nations va créer une situation grave pour les populations, à savoir beaucoup de réfugiés. Alors le cas des réfugiés n'est pas nouveau. La Première Guerre mondiale avait créé beaucoup de cas de réfugiés, de populations devant quitter leur ville d'origine. Avec la disparition des empires, ce mouvement va s'accentuer, va se retrouver avec plusieurs millions de personnes devant quitter leur pays. Alors des plébiscites sont organisés, sont recommandés par le traité de Versailles, vont être organisés par la Société des Nations. Des missions alliées d'interposition sur les zones frontières vont être chargées du contrôle des plébiscites et des populations vont devoir choisir si elles veulent être ralliées à tel ou tel territoire. Les décisions de la population ne seront pas toujours prises en compte pour des raisons économiques, des raisons stratégiques. Beaucoup de familles vont se retrouver sur les routes, quittant un pays qu'ils ne retrouveront jamais. Et on va avoir deux grands cas de réfugiés. Les Russes blancs qui vont quitter leur pays et devenir apatrides, devront être évacués via la mer Noire par la flotte française
150 000 Russes blancs vont ainsi quitter la Russie pour Constantinople, de manière éphémère puisqu'ils se rendront ensuite en Europe occidentale ou en Europe de l'Est, et l'échange forcé de population à caractère religieux entre la Turquie et la Grèce. Les Grecs orthodoxes de Turquie vont être invités à se rendre en Grèce et les musulmans de Grèce devront se rendre en Turquie, des pays qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne parlent pas forcément la langue, mais cet échange forcé de population va mettre sur les routes près de 2 millions de civils. Il y a aussi l'intervention des Britanniques dans toute l'Europe, notamment en Russie, mais effectivement dans l'Empire ottoman. Et les relations franco-britanniques vont être encore amenées à être tumultueuses dans cette région du monde. Dès 1916, les accords Sykes-Picot, donc des accords secrets, vont se partager l'Empire ottoman qui n'est pas encore disloqué, qui n'a pas encore disparu. Donc une anticipation de la fin de la guerre et un partage des zones de l'Empire ottoman en mandat. Cet accord est révélé par Lénine en 1917 et après la guerre de 1918 à 1923, les troupes françaises et britanniques vont tenter de se partager d'une manière ou d'une autre ce territoire sous forme de mandat, en prenant en compte un autre facteur, à savoir la volonté d'indépendance de l'État arabe et tous les conflits qui vont être générés à cause de ces ambitions mutuelles. De l'exposition, on sait qu'on ne peut pas être exhaustif parce qu'il y a vraiment trop de choses à raconter, mais au moins juste permettre aux gens de comprendre qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, juste ça.
Et effectivement, les gens de l'époque, enfin en tout cas les Occidentaux, les Français, les Britanniques, ne sont pas du tout au courant, je pense en tout cas, de ce qui se passe sur toute cette zone à l'Est. Parce que finalement, il y a eu tellement de traumatisme avec la Première Guerre mondiale que quand l'armistice est signé, c'est bon, pour nous, la guerre est terminée. Et pourtant, d'une part, la France a joué un rôle dans toute cette zone-là. Et en fait, l'armée d'Orient... En fait, il y a 3 fronts en Europe pendant la Première Guerre mondiale. Il y a le front occidental, le front d'Orient et le front russe. Et en fait, le front d'Orient, qui se situe à la frontière de la Bulgarie et des Balkans, on n'en parle jamais parce que c'est assez éloigné, mais cette armée d'Orient avait plusieurs unités françaises, serbes, britanniques et italiennes. Sur ce front, en fait, des batailles décisives vont être remportées dès septembre 1918, notamment sur la montagne du Dobropolije, qui est en Serbie à l'époque, mais qui est en Macédoine aujourd'hui. Et ça va entraîner la capitulation de la Bulgarie, qui par effet boule de neige va entraîner la capitulation de l'Empire austro-hongrois, et les troupes vont pouvoir se concentrer sur le front occident contre l'armée allemande. Et en fait, les armistices avec la Bulgarie, donc l'armistice de Thessalonique, l'armistice de Villa Giusti avec l'Empire austro-hongrois. Le 12 septembre 1919, les nationalistes italiens Gabriele D'Annunzio, poète et héros flamboyant de la Grande Guerre, saisit avec 200 volontaires le port de Fiume, Rijeka en croate. Il occupe au mépris du gouvernement italien et de grandes puissances alliées, France, Grande-Bretagne et États-Unis. Le traité de Londres, accord secret signé en 1915 par l'Italie avec les Alliés comme le prix de son entrée dans la Grande Guerre, lui conférait la côté d'Almate, de l'Adriatique en plus de l'Italie et de Trentino à Trieste, d'une zone d'influence au Proche-Orient. La guerre terminée, avec 600 000 soldats italiens morts, les Alliés, Italie comprise, occupent le littoral adriatique selon les termes de l'armistice signé avec l'Autriche-Hongrie. Et l'armistice de Mudros avec la Turquie vont entraîner, par effet boule de neige, l'armistice de Rotonde du 11 novembre. Donc va apprendre, elle est toujours mobilisée dans les Balkans, va apprendre l'armistice du 11 novembre, donc les soldats sont super contents en se disant génial, on va pouvoir rentrer chez nous. En fait non. Ils ne rentreront en France que 5 mois plus tard, ce qui va créer une énorme frustration parce qu'en fait tout le monde les a oubliés. Clémenceau, qui était le président du Conseil, ne croyait pas du tout à la réussite du Front Orient. Pour lui, bon, il fallait effectivement, pour l'état-major, il fallait qu'il y ait des troupes là, mais lui ne croyait qu'au Front Occident. Et les gars qui vont être mobilisés sur le front Orient vont attraper toutes les maladies possibles et imaginables, le typhus, le paludisme, vont combattre, quand ils combattent dans cette bataille décisive du Dobropolije, dans les Balkans, on est en hiver. Donc les montagnes des Balkans en hiver, faut y aller. Et quand ils pensent, et ils pensent enfin pouvoir être rapatriés à la fin de l'année, en fait ils apprennent lorsqu'ils embarquent que non, ils ne rentrent pas en France, mais qu'ils embarquent pour Sébastopol et Odessa pour continuer les combats auprès de l'armée blanche, pour soutenir l'armée blanche. Et en fait, une fois sur place, de toute façon, ils n'ont pas de soutien économique, ils n'ont pas de soutien politique, ils sont malades. Leur chef, le général Franchet, en a assez, dit on rentre en France. Mais 5 mois après, et dans le silence le plus total. C'est une armée qui est complètement oubliée.